sommaire de cette édition, au Kenya, pour justifier sa prestation de serment, le leader de l'opposition Raila Odinga continue d'affirmer qu'il a remporté les élections du 8 août dernier. En Afrique du Sud, la totalité des 955 mineurs qui étaient piégés depuis plus de 24 heures au fond d'une mine d'or à cause d'une panne d'électricité sont ressortis ce vendredi à l'aube, sains et saufs. Enfin, le Soudan du Sud, ravagé par la guerre, va bientôt voir ses écoles rouvrir. Bonjour à tous et bienvenue. La République démocratique du Congo a commémoré ce jeudi le premier anniversaire de la mort de son opposant historique, Étienne Tshisekedi. Les futurs obsèques et l'héritage politique de ce dernier avivent l'interminable crise congolaise entre l'actuelle opposition et le régime du président Joseph Kabila. Les images. Un an après sa mort à Bruxelles, le 1er février 2017, le corps d'Étienne Tshisekedi attend toujours dans une morgue en Belgique son rapatriement et son inhumation dans la terre de ses ancêtres. À Kinshasa, une messe d'action de grâce a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame par le frère cadet du défunt, Monseigneur Gérard Molumba. J'espère que les autorités finiront par se décider à rapatrier le corps d'Étienne Tshisekedi et à organiser les funérailles qu'il mérite, a déclaré Monseigneur Molumba. La cathédrale, pleine à craquer, a réservé une ovation à l'arrivée du fils de Tshisekedi, Félix, président du rassemblement de l'opposition, qui demande le départ du président Kabila. Tshisekedi était entouré de Jean-Marc Kabonde, secrétaire général du parti fondé par son père, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont le siège se trouve dans la commune de Limete. Un accord entre les autorités, la famille et l'UDPS en août était supposé organiser le rapatriement de la dépouille de l'opposant décédé à l'âge de 84 ans des suites de problèmes pulmonaires. Cet accord sur le financement des obsèques et l'inhumation dans une concession familiale à la périphérie de Kinshasa n'a jamais été mis en œuvre. L'UDPS Limete dénonce la mauvaise volonté du régime de Kabila qui considère Tshisekedi mort toujours comme opposant, accuse un cadre du parti qui vit en Belgique. De son côté, le ministère de l'Intérieur renvoie les familles politiques et biologiques à leurs propres responsabilités, affirmant que sa porte reste ouverte. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga continue d'affirmer qu'il a remporté les élections du 8 août dernier. L'homme justifie par là sa prestation de serment lors d'une inauguration devant des milliers de partisans cette semaine. Je peux parler sans peur de contradiction. C'est pour ça que j'affirme avec beaucoup d'énergie et conviction que c'est moi qui ai gagné les élections. Ceci est la raison pour laquelle j'ai pu venir devant un tel nombre de Kenyans et tenir la Bible. Je ne le fais pas parce que je suis fou, ni parce que je suis mégalomane. Je suis un Kenyan très raisonnable et je parle avec la conviction que j'ai gagné les élections. Jubilé, le parti au pouvoir est en train d'arrêter des gens, de les emmener au tribunal pour les inculper. Il les menace avec des accusations de trahison et ce genre de choses. Nous voulons que Jubilé accepte qu'ils ont perdu les élections. Pendant ce temps, au Zimbabwe, l'ex-vice-présidente Joyce Mujuru a été agressée alors qu'elle tenait un rassemblement politique. Selon le Parti populaire national, un parti politique de l'opposition, Joyce Mujuru et plusieurs de ses militants ont essuyé des jets de pierre lors de meetings électoraux dans la banlieue de Harare, la capitale. Au moins 8 personnes sont blessées, dont l'ex-vice-présidente elle-même. Mais ces blessures sont moins graves d'après les explications d'un porte-parole de son parti. Considérée comme l'héritière de l'ancien président Robert Mugabe, Joyce Mujuru a occupé le poste de vice-présidente pendant une décennie avant d'être évincée en 2014 à l'initiative de Grace Mugabe, l'épouse de l'ancien président. Cette dernière l'accusait de corruption, extorsion, incompétence, commérage, mensonge et ingratitude. Expulsée de la ZANU-PF, Joyce Mujuru est devenue présidente du Parti populaire national. Une information qui risque de faire grand bruit, des forces de sécurité camerounaises ont passé la frontière vers le Nigeria fin janvier
où des milliers d'anglophones camerounais ont trouvé refuge. Objectif, les abattre, soutiennent des réfugiés. Les détails. Des éléments des forces de sécurité camerounaises ont passé la frontière vers le Nigeria où des milliers d'anglophones camerounais ont trouvé refuge après avoir fui les violences perpétrées dans les régions anglophones du Cameroun. L'information a été révélée ce mercredi de sources concordantes. Les réfugiés ont accepté de raconter ce dont ils sont victimes. L'armée camerounaise nous a piégés. Leur tactique est d'appeler les personnes à rentrer chez elles et de les tuer. On a compris qu'ils nous demandaient de rentrer pour notre sécurité. Et quand les gens rentraient, ils commençaient à tirer. Les soldats de la République sont venus et nous ont chassés. Tout le monde dans le village a fui parce qu'ils tiraient et nous tuaient. Certains ont fui à cause de la présence militaire, d'autres à cause des attaques de l'armée. Certains sont arrivés avec des blessures. Les médias nigérians et camerounais indiquaient mercredi matin que 80 gendarmes camerounais avaient mené une opération militaire lundi à Danaré sans que cela puisse être confirmé dans l'immédiat. Selon des sources anonymes citées par The Punch, les gendarmes sont venus combattre les militants camerounais anglophones qui se sont réfugiés dans la communauté. Les velléités d'indépendance du Cameroun anglophone et la présence de près de 30 000 réfugiés au Nigeria est source de tensions entre les deux pays. Le Nigeria, qui est également confronté à un mouvement indépendantiste des Biafrais dans le sud-est du pays, s'est toutefois rangé du côté du gouvernement camerounais ces dernières semaines, marquant un tournant important dans la crise. Le président du mouvement séparatiste anglophone détenu au Nigeria depuis le 5 janvier a été extradé lundi au Cameroun avec 46 de ses partisans considérés comme des terroristes par Yaoundé. Je le disais en titre, en Afrique du Sud, un millier de mineurs piégés sous terre pendant une trentaine d'heures dans une mine d'or à la suite d'une coupure de courant sont remontés à la surface sains et saufs ce vendredi. L'annonce a été faite par la compagnie minière Simbaye Gold. En l'espace de moins de 2 heures, les 955 mineurs encore bloqués sous terre dans une mine d'or ont été ramenés à la surface. Aucun mort ou blessé grave n'est à déplorer. Seulement, quelques employés souffrent de déshydratation et de forte pression artérielle. De retour à l'air libre, ils devaient subir un examen médical et recevoir un soutien psychologique, ainsi que leur famille. Au lever du soleil, les mineurs ont quitté en bus dans leur tenue de travail et casque sur la tête le puits. Ça va. Je n'ai pas de stress. Ça va. Je rentre à la maison maintenant. La seule chose, je suis stressé pour mes enfants et ma femme. Mes enfants ne pouvaient pas dormir. Les autres m'appelaient toute la nuit. Ma batterie est presque à plat maintenant. Ils m'appellent, ma famille du Cap, tous, ils appellent et disent « On a entendu ça aux nouvelles ». Les ouvriers de la compagnie Simbaye Gold de Béatrice, près de la ville de Welcome, étaient prisonniers des galeries de la mine depuis un violent orage survenu ce mercredi soir qui avait coupé l'électricité et bloqué les ascenseurs. Les générateurs censés prendre le relais n'ont pas tous fonctionné, piégeant l'équipe de nuit. Le courant a finalement été rétabli ce vendredi, permettant la remise en marche des monte-charges. Par ailleurs, l'incident a immédiatement relancé la controverse sur la sécurité de l'industrie minière. Les accidents miniers sont fréquents en Afrique du Sud, qui possède les mines les plus profondes au monde. Et selon la Chambre sud-africaine des mines, 77 personnes y sont mortes en 2015. Le printemps arabe n'est pas terminé et la Tunisie, où il est né en 2011, a le devoir de réussir sa transition démocratique pour rester un modèle. Voilà ce qu'a déclaré ce jeudi le président français Emmanuel Macron à Tunis. Images et sons. Le président français Emmanuel Macron se prononçait devant les députés à l'Assemblée des représentants du peuple au deuxième jour de sa visite dans le pays. Un discours qui a forcément abordé la révolution de 2011, la Tunisie représentant pour la France la seule expérience de transition réussie après les printemps arabes. On a parlé de printemps et de printemps arabe. On a parlé de révolution et beaucoup pensent que cette page est tournée, que ce moment est passé, parce que dans le monde contemporain qui est le nôtre, on veut que tout aille si vite
et que les révolutions, surtout celles qu'on n'avait pas vues venir, pas voulu voir, se referment aussitôt qu'elles se sont ouvertes. La page du printemps arabe et du printemps tunisien n'est pas tournée. Vous êtes en train de la vivre, de la faire vivre. Vous avez réussi à installer un État civil, là où beaucoup pensaient que c'était impossible. Et par cette révolution culturelle et démocratique, vous avez fait mentir ceux qui, partout dans le monde encore aujourd'hui, disent que des sociétés où l'islam est présent ne sont pas compatibles avec la démocratie. La France n'a pas d'autre choix, ne peut avoir d'autre volonté que celle de voir la Tunisie réussir dans ce moment historique qu'elle vit, qui est le nôtre. De faire triompher ces valeurs qui sont les nôtres et de les faire triompher ici pour ne pas faire bégayer notre histoire. Après ce discours, le chef de l'État français devrait rendre hommage aux victimes de l'attentat du musée du Bardo en 2015, puis déjeuner avec des artistes, universitaires, militants et responsables économiques et syndicaux tunisiens. Il est attendu au Sénégal où il effectue une visite d'État de 2 jours. Et puis au Soudan du Sud, à cause de la guerre civile qui sévit dans le pays, le secteur de l'éducation est dans un état catastrophique. Et ce, dans un pays où un enfant sur 3 seulement est scolarisé. Mais fin 2017, le gouvernement et l'opposition armée se sont accordés pour libérer les écoles occupées et laisser les élèves y retourner. Reportage. Il y a 3 ans, dans cette école, les craies ont laissé place aux Kalachnikov. La présence continue de groupes armés dans cette région reculée de l'ouest du Soudan du Sud a forcé les élèves et les enseignants à fuir. La guerre civile qui fait rage depuis la création du plus jeune État du monde en 2011 a laissé les écoliers totalement au dépourvu. L'école n'a plus rien, il n'y a plus de matériel. Donc nos enfants restent assis à la maison parce qu'on ne peut plus leur faire cours. Un nouvel accord de cessez-le-feu, signé fin 2017, interdit l'occupation d'écoles et exige des parties prenantes au conflit qu'elles libèrent les écoles occupées. Les autorités locales promettent désormais que les classes de la région seront bientôt réouvertes. En février, les enfants retourneront à l'école. Derrière moi, c'est un très bon établissement. Il y a 8 salles de classe et du mobilier scolaire. Le contrôle de cette zone a changé plusieurs fois de main entre les forces gouvernementales et celles de l'opposition. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud effectue des patrouilles pour rencontrer les divers groupes armés et demander le respect des accords de paix. L'opposition armée s'est aussi engagée à laisser les écoliers regagner leur classe. Cette fois, donnons une chance à la paix. Il faut que ce soit une paix durable, pas seulement pour aujourd'hui et demain. Nous ne voulons pas d'une autre guerre. Nous voulons que la paix revienne pour de bon au Soudan du Sud. Malgré la fragilité de la paix, rires et cris d'enfants devraient bientôt se faire entendre dans ces écoles. Et il y a urgence. D'après l'UNESCO, le Soudan du Sud détient le triste record du plus haut taux de filles non scolarisées. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.